bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des principes comptables. On parlera de 5 principes majeurs en comptabilité. Le principe de prudence, d'indépendance des exercices, de permanence, de méthode, de coût historique et de non-compensation. Alors, est-ce que là, ce sont des principes, est-ce que c'est l'ensemble des principes valables ici en comptabilité? Nous disons non. J'ai retenu ces principes-là parce que c'est ceux qui me semblent les plus importants à comprendre pour démarrer en compta. Donc, c'est vraiment des principes majeurs qu'il faut intégrer et qui vont, n'est-ce pas, servir de guidelines, de directives, de principes directeurs, n'est-ce pas, pour pouvoir tenir des comptes. Il faut dire que c'est très important de comprendre les principes comptables parce que la tenue de la comptabilité permet d'aboutir à des états comptables essentiels, comme on l'a vu dans de précédentes vidéos, le bilan de compte de résultat, l'annexe, et dans certains environnements comptables, le tableau de flux de trésorerie, comme c'est le cas dans le système comptable OHADA. Ces états comptables, eh bien, parviennent à des destinataires de l'information comptable, le banquier, le fournisseur, le client, l'État, même les actionnaires ont besoin de ces états comptables pour se faire une idée de la situation financière de l'entreprise, de son patrimoine, de son résultat. Alors c'est important que tous ces destinataires, toutes ces personnes puissent comprendre ces états-là. Pour qu'ils puissent les comprendre, il faudrait que l'ensemble des entreprises appliquent exactement les mêmes principes directeurs en comptabilité. L'application des principes comptables va donc favoriser la régularité des comptes. Autrement dit, que les comptes soient conformes à la législation applicable. Ça va également favoriser la sincérité des comptes en ce que les personnes qui produisent ces comptes vont faire une application de bonne foi en toute honnêteté et sans tricherie de la législation. En appliquant donc les principes comptables, on aboutira à des comptes qui seront un peu comme une photo neutre du patrimoine, du résultat et de la situation financière de l'entreprise. Alors, pour commencer, on va parler du principe de prudence. Qu'est-ce que le principe de prudence veut dire en comptabilité? Ce principe veut tout simplement dire que en comptabilité, on va prendre en compte et on va comptabiliser des dépréciations ou alors, simplement dit, des pertes de valeur sur certains éléments d'actifs. On va donc prendre des exemples de situations qui vont nous conduire à appliquer le principe de prudence et par conséquent à comptabiliser des dépréciations. Prenons le cas, n'est-ce pas, des stocks de marchandises détenus par une entreprise qui va donc établir son bilan au 31 décembre d'une année donnée de l'année N, mais elle se rend compte que ces stocks de marchandises ne pourront pas être vendus à un prix qui sera supérieur à son coût de revient. En d'autres termes, elle va perdre de l'argent sur ces marchandises-là. Qu'est-ce que le principe de prudence voudrait? Le principe de prudence voudrait que même si les stocks de marchandises en question ne sont pas encore vendus, qu'on puisse déjà anticiper dans les comptes une perte de valeur sur ces stocks de marchandises et que par conséquent, on puisse comptabiliser une dépréciation à hauteur de la différence qu'on aura entre le coût de revient de ces marchandises et le prix probable de vente de ces marchandises-là. Donc, par prudence, on est prudent et on anticipe sur cette perte. On peut prendre également l'exemple de créances clients, c'est-à-dire que les clients nous doivent. Mais certains clients, par exemple, on se rend compte qu'au jour où nous produisons notre bilan, ce client-là, il est en situation de faillite. On ne pourra pas recouvrer l'intégralité de la créance. Le principe de prudence, on voudrait donc que pour ce client-là, on puisse comptabiliser également une perte de valeur. Prenons un troisième exemple, ce sera le cas d'une entreprise par exemple qui vend à ses clients des appareils électroménagers et en même temps offre des garanties et un service après-vente. Il est clair, quand on regarde l'historique des taux de panne auprès des clients, il y aura forcément des retours, n'est-ce pas? Étant donné qu'on a déjà vendu un certain nombre de marchandises aux clients, lorsqu'on se positionne au 31 décembre de l'année N, le principe de prudence voudrait qu'on comptabilise une provision, une charge qui sera donc représentative des dépenses qu'on va engager pour pouvoir satisfaire ces clients qui vont donc effectuer les retours. Donc le principe de prudence voudrait qu'on comptabilise des pertes de valeur lorsqu'on a une information qui nous conduit à le faire et qu'on soit donc prudent de manière à ne pas transférer sur une autre année, sur un autre exercice, des pertes en réalité qui ont pris naissance dans l'exercice N, si on va dire ça comme ça. Par prudence également, on va s'abstenir de comptabiliser des produits qui ne se sont pas encore réalisés de manière à ne pas gonfler artificiellement le résultat de la société et courir ainsi le risque de distribuer des dividendes qui pourraient être fictifs. Prenons le cas d'une entreprise qui va donc avoir des clients ou des fournisseurs à l'étranger dans une monnaie différente de la sienne. Exemple, une entreprise qui va donc vendre des marchandises à un client qui se trouve à Londres, en Angleterre, et qui par conséquent va facturer peut-être à ce client en livres sterling. En livres sterling, je voulais dire. Alors la parité de cette monnaie va évoluer et puis au 31 décembre, on se rend compte que même si le client qui est de l'autre côté ne nous a pas encore payé, la fluctuation
situation de la parité monétaire est telle que il se pourrait bien que ce client nous paye une valeur supérieure à celle qui lui a été facturée. Par prudence, est-ce qu'on pourra comptabiliser dans nos comptes un produit et par conséquent une augmentation du résultat? Nous disons non. On reste prudent et les produits qui sont encore latents, sont encore potentiels, qui ne se sont pas encore réalisés, ceux-là, on ne les comptabilise pas. Pourquoi? Parce qu'on est prudent et c'est ça le principe de prudence en comptabilité. Dont on va parler, c'est le principe d'indépendance ou principe de spécialisation des exercices. Alors, ça veut dire quoi le principe d'indépendance des exercices? Ça veut tout simplement dire que la vie de l'entreprise va être découpée en périodes courtes qu'on va appeler exercices comptables. Ces périodes-là, ce pourraient être des périodes annuelles ou alors des périodes mensuelles. Voyez-vous, il y a des grands groupes qui vont tous les mois produire des comptes, qui vont donc produire un reporting à l'intention de la holding et par conséquent doivent appliquer également ce principe d'indépendance des exercices. Chaque mois est indépendant. De même que si on produit des comptes pour une année complète, il faudrait que chaque année soit indépendante. L'indépendance des exercices voudrait donc qu'on ne rattache à un exercice que les charges et les produits qui concernent cet exercice. On va prendre un exemple pour illustrer cela. Supposons que vous prenez un nouveau contrat d'assurance avec votre assureur pour assurer par exemple la santé de vos employés et par conséquent lorsque ces employés tombent malades, c'est l'assureur qui prend en charge les dépenses médicales. Alors ce contrat d'assurance est souscrit le 1er mai de l'année N. Alors, c'est un contrat qui est souscrit pour 1 an, ce qui signifie qu'il prend fin au 30 avril de l'année N plus 1. Est-ce que les charges ou alors les dépenses que vous engagez dans le cadre de ce contrat d'assurance doivent être intégralement comptabilisées comme les charges de l'année N? Nous disons non. Pourquoi? Parce que le contrat est à cheval sur 2 exercices. Il commence le 1er mai de l'année N et va aller s'achever au 30 avril de l'année N plus 1. Par conséquent, on va décompter sur l'exercice N la partie de la dépense qui va concerner N. Ce sera du 1er mai au 31 décembre. Ça fera environ 8 mois. On va donc appliquer une règle de 3 de manière à ne comptabiliser sur l'exercice N que la proportion correspondant au 8/12e de la dépense globale. Donc c'est ça le principe de dépendance des exercices qui voudrait donc qu'on ne rattache à un exercice que les charges et les produits qui le concernent. On va prendre un deuxième exemple. Ce sera le cas d'une livraison que nous avons reçue le 31 décembre de l'année N, mais seulement le fournisseur ne nous a pas encore adressé de facture. Que va-t-on faire? Il faudra bien entendu, étant donné qu'on a reçu livraison de cette marchandise, comptabiliser cela comme étant un achat de l'exercice N et pas le mécanisme des factures non parvenues. On constatera donc la dette qu'on a vis-à-vis du fournisseur. On ne va pas dire que parce qu'on n'a pas reçu de facture, on comptabilise pas. Non. Le principe d'indépendance des exercices voudrait que dans ce cas-là, qu'on puisse prendre en compte la livraison comme étant un achat et puis qu'on constate une facture non parvenue. C'est ça le principe d'indépendance des exercices. Le troisième principe, c'est le principe de permanence des méthodes. D'après ce principe, l'entreprise a l'obligation d'appliquer d'une année à l'autre les mêmes règles comptables, les mêmes méthodes comptables et ne pas changer sur un coup de tête de manière arbitraire les méthodes comptables. Pourquoi? Parce que si elle change de manière arbitraire ces méthodes comptables, on sera complètement perdu dans les comptes. Eh bien, le bilan, par exemple, ne pourra pas aisément se comparer d'une année à l'autre. Idem pour le compte de résultat. C'est vraiment important que les entreprises appliquent ce principe, n'est-ce pas, de permanence des méthodes de manière à stabiliser les méthodes qu'elles appliquent dans le cadre de la production de ces comptes annuels. C'est ainsi que l'entreprise va par exemple appliquer la même méthode de valorisation des stocks d'une année à l'autre, la même méthode d'évaluation de ses créances douteuses et même de dépréciation de ces créances-là d'une année à l'autre. Alors si on n'applique pas ce principe, on pourrait arriver dans une situation où certains dirigeants peu scrupuleux vont chercher à lisser par exemple le résultat de manière à ce que le résultat qu'on aura au final dans les comptes annuels ne vont pas refléter l'image fidèle du résultat réellement effectué par la société. Dans le cadre de l'application de ce principe, on peut avoir 2 exceptions. Cependant, ce sera par exemple le cas d'un changement de réglementation comptable, comme ça a été le cas le 1er janvier 2018 pour les entreprises de l'espace OHADA. Il fallait bien appliquer les nouvelles dispositions comptables et par conséquent, c'est tout à fait justifié qu'on ait un changement de méthode comptable. On peut également avoir un changement exceptionnel dans la situation de l'entité et qui nous amène donc à vouloir produire une information financière de meilleure qualité et par conséquent, que cela nous autorise à procéder à un changement de méthode comptable. Mais tout changement comptable doit nécessairement être expliqué dans les notes annexes de manière à permettre au lecteur de ces états financiers de comprendre qu'est-ce qui a évolué et que cela ne puisse pas empiéter sur le jugement qu'il se ferait des comptes de la société.
Un dernier principe qu'on va voir, c'est celui du coût historique. Un principe vraiment important pour stabiliser la valeur qu'on a dans les comptes de la société. Et un principe donc qui fait qu'on ne va pas procéder aux réévaluations des éléments de l'actif de manière permanente. Cela signifie quoi de manière concrète? Ça signifie par exemple que s'il y a 20 ans, on a acheté un terrain 2 millions et que de ce fait, sa valeur d'entrée soit de 2 millions. 20 ans plus tard, lorsqu'on va donc regarder les comptes de la société, le même terrain devrait valoir 2 millions dans le bilan de la société. Donc ça permet vraiment de stabiliser les valeurs comptabilisées au titre des éléments d'actifs que nous avons dans le patrimoine de l'entreprise et par conséquent de permettre en même temps une comparaison entre les entreprises qui vont appliquer ce principe donc des coûts historiques. Mais seulement on peut apporter un reproche à ce principe-là, c'est de distordre la réalité parce que voilà un terrain qui a été acheté 20 ans, 2 millions dans un quartier d'affaires. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il pourrait par exemple valoir 20 millions de francs, mais le fait de laisser la valeur de 2 millions figurer au bilan pourrait tout de même distordre la réalité. C'est pourquoi lorsqu'on va procéder par exemple à des reprises d'entreprise, à des acquisitions ou à des fusions, eh bien les personnes qui sont engagées, les acteurs, n'est-ce pas, de cette reprise d'entreprise sont obligés en quelque sorte de procéder à une évaluation extra comptable, hors comptabilité, de manière à avoir la valeur réelle de la société. Le dernier principe, c'est le principe de non-compensation. Alors, que signifie ce principe? Ça signifie tout simplement qu'on ne va pas compenser les créances qu'on a à l'actif avec les dettes qu'on a au passif et encore moins les charges avec les produits. Donc, ne pas compenser l'actif et le passif, de même que les charges et les produits. Ce qui va expliquer que pour des comptes fournisseurs, par exemple, on aura à l'actif les avances et à compte versés aux fournisseurs et au passif, on aura les dettes fournisseurs, tandis que pour les clients, on aura les créances clients à l'actif et puis au passif des avances et à compte reçus de ces clients. Et parfois même pour les mêmes clients et pour les mêmes fournisseurs, on aura ces éléments présentés séparément à l'actif et au passif. Le respect de ce principe permet de présenter des comptes qui vont vraiment refléter l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Prenons le cas du client Kamga qui est en même temps client et fournisseur chez nous. Nous lui avons acheté pour 100 000 francs de produits tandis que nous lui en avons vendu pour 150 000. Si on n'appliquait pas le principe de non-compensation, on pourrait être conduit, n'est-ce pas, à compenser les deux, à dire en quelque sorte qu'on a effectué un chiffre d'affaires net avec ce client de 50 000, soit 150 000 moins 100 000 francs, et de présenter dans le compte de résultat uniquement un chiffre d'affaires net de 50 000. Mais seulement cela ne reflèterait pas la réalité. On a eu des achats comprenant ces 100 000 et d'autre part des ventes pour les 150 000. Donc le principe de non-compensation est vraiment important et il faut absolument qu'il soit appliqué, sauf exception clairement justifiée par des documents juridiques pour pouvoir compenser des créances avec des dettes ou encore des charges avec des produits.